Bonjour. Si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que vous souhaitez percer les mystères de la distillation. Mais y êtes-vous vraiment préparé? Vous êtes sûr? Très bien. Morpheus? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu d'une part comment se déroulait l'ébullition d'un liquide pur, et puis nous avons vu dans un second temps comment se déroulait l'ébullition d'un mélange binaire. Ensuite, à l'occasion de l'exercice qu'on a fait sur le théorème des moments, nous avons vu qu'il était possible, grâce aux propriétés d'ébullition des mélanges binaires, d'obtenir de la vapeur qui était plus riche dans le composé le plus volatile présent dans le mélange par rapport à ce qu'on avait au début de l'ébullition. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut aller un petit peu plus loin et exploiter cette différence pour réellement en fait séparer dans une certaine mesure, on arrive rarement à séparer à 100%, mais on va essayer de séparer le mieux possible les deux constituants du mélange binaire que l'on va faire bouillir. Alors je vous propose pour cela de reprendre le système que nous avons utilisé dans les deux vidéos de cours précédentes, le cylindre avec une petite rondelle posée sur le liquide, sauf qu'on va lui apporter quelques petites modifications de façon à se rapprocher en fait de la distillation. Donc dans un premier temps, on va considérer comme précédemment un grand cylindre, dans le fond duquel on va placer le mélange binaire dont on souhaite extraire les deux composants. Donc ici on a le mélange. Alors A plus B, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, on va rester un petit peu formel là-dessus et puis on verra des exemples concrets par la suite. Donc on a ce mélange liquide dans le fond du cylindre, on a par-dessus le cylindre, par-dessus le liquide, la petite rondelle sans masse que nous avons déjà utilisée dans les cours précédents. Et on va appliquer ici par-dessus la pression P0. Alors, ce que l'on va faire, c'est également, comme précédemment, on va chauffer le mélange liquide de façon à l'amener à ébullition. Et puis, on va procéder à deux modifications par rapport à ce qu'on a fait donc, dans les vidéos précédentes. D'une part, on ne va plus considérer que le cylindre est parfaitement isolant d'un point de vue thermique. Donc on va pouvoir avoir des fuites thermiques. Le cylindre va être considéré comme ayant sa propre capacité thermique massique. Donc on va devoir lui apporter aussi de l'énergie pour le mettre à température. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va empêcher en fait la rondelle de monter trop haut dans le cylindre. Autrement dit, on peut mettre, alors c'est très schématique, on va mettre deux petits éléments de blocage ici, qui vont empêcher la rondelle de monter au-delà d'une certaine hauteur. Bien, alors ici on va donc procéder à l'ébullition du mélange et on va pour cela s'appuyer sur le même diagramme binaire que celui qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc je vous propose de reprendre un schéma de diagramme binaire qui est de nouveau similaire à celui du mélange eau-méthanol parce qu'il a une forme assez simple, même si en fait ce qu'on va faire s'applique à d'autres mélanges évidemment. Voilà, donc le diagramme binaire qu'on va utiliser avec la courbe d'ébullition qui se trouve en dessous, la courbe de rosée qui se trouve au-dessus. Donc on va démarrer avec un mélange vers 50-50 comme on l'avait fait précédemment. Donc ce mélange va être progressivement chauffé, donc jusque là rien ne change à part la température du mélange. Et puis lorsqu'on atteint la courbe d'ébullition, donc on avait vu qu'on avait du coup ébullition du mélange, puisque la pression de vapeur saturante associée à ce mélange devient égale à P0. Du coup on va pouvoir repousser la rondelle. Et donc on va pouvoir vaporiser une partie du liquide. Donc ici on va vaporiser une partie du liquide. Parallèlement on a une phase gazeuse qui apparaît au-dessus du liquide, qui va également donc progresser jusqu'à ce qu'on atteigne une température. Alors à cette température, on va supposer que la rondelle, cette fois-ci, a atteint les deux petits points de blocage, autrement dit, elle ne va plus pouvoir évoluer vers le haut. Alors, il y a deux choix possibles, évidemment, soit on suppose que la rondelle est résistante et à ce moment-là, on augmente la pression à l'intérieur de la cavité qui reste sous la rondelle et puis on a l'équivalent d'une cocotte minute, ou on va laisser la possibilité à la vapeur de s'échapper, donc c'est cette deuxième possibilité qu'on va donner ici. Autrement dit, une fois que la rondelle a atteint le point de blocage, donc je vais le représenter ici dans une couleur différente, hop, une fois que la rondelle a atteint le point de blocage ici, eh bien on va supposer que la rondelle se perce et laisse passer la vapeur depuis la zone d'ébullition vers la partie supérieure du cylindre.
Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien en fait, on va avoir une partie du gaz qui va s'échapper à travers la rondelle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va quand même supposer que le chauffage a une puissance telle que les différents phénomènes mis en jeu sont relativement lents. Alors relativement lents par rapport à quoi? Eh bien par rapport à la vitesse d'établissement de l'équilibre au sein du système. C'est-à-dire que si vous voulez, le fait de relâcher la pression en haut va faire que l'ébullition va se poursuivre et le système va tenter de s'équilibrer avec la partie de gaz qui se trouve sous la rondelle. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va supposer que le chauffage est suffisamment peu intense pour que le débit de gaz à travers la rondelle soit suffisamment faible pour que l'équilibre ait le temps de s'installer dans la phase gaz et la phase liquide pendant que le gaz sort. Bien, donc une fois qu'on a fait ces hypothèses-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir du point de rupture de la rondelle, on va avoir, donc à partir de ce point-là, on va voir s'échapper le gaz du système donc, qui est sous la rondelle. Ok, alors formellement, si vous voulez, il y a une façon assez simple de considérer, de voir à quoi ça correspond et comment surtout va évoluer le système après que le gaz ait été prélevé. Alors pour faire ça, si vous voulez, on va considérer la zone qui se trouve donc en dessous de la rondelle, ici. Donc la rondelle est ici. On a ensuite en dessous une portion de liquide qui est à l'ébullition. On a ici le gaz. Et en fait, quand on considère que le gaz s'échappe du dessous de la rondelle pendant un certain temps, en fait, ça correspond au prélèvement d'une portion de gaz qui serait par exemple ici située sous la rondelle. Donc on voit qu'une fois que ce gaz s'est échappé, on a de l'espace libre qui s'est dégagé sous la rondelle pour que vienne s'y positionner du gaz supplémentaire en provenance cette fois-ci du liquide. Donc en fait, le fait que le gaz s'échappe de dessous la rondelle va être compensé par une poursuite de l'ébullition du liquide avec toujours cet équilibre entre la phase liquide et la phase gaz dont les compositions s'ajustent relativement au diagramme binaire qu'on a juste au-dessus. Donc initialement, le premier gaz qu'on va récupérer va avoir, donc on va le laisser s'échapper, va avoir une composition qui correspond à ce point-là, qui est le point de rupture de la rondelle qu'on a défini tout à l'heure. Et puis ensuite, si on continue de laisser bouillir le liquide, donc la composition de la phase liquide va continuer d'évoluer le long de la courbe d'ébullition, et puis la composition de la phase gazeuse va continuer d'évoluer le long de la courbe de Rosé. Et donc le gaz qui sortira à chaque instant de la rondelle, en fait, aura la composition qui correspondra au point où on se trouve à l'intérieur du système. Donc au début, on aura une vapeur qui sera riche en composés volatiles, donc là on a supposé que c'était le composé B, et puis plus l'ébullition se poursuit, et plus on va avoir donc une vapeur qui sera pauvre en composé B et qui va s'enrichir en composé A. Alors évidemment, cette opération va s'arrêter d'elle-même lorsque le liquide sera absent du dessous de la rondelle et qu'on n'aura plus que de la vapeur du coup dans cette zone. Donc on se souvient qu'on obtient le point d'arrêt en prenant la verticale à partir de la composition qu'on avait dans le liquide avant de démarrer l'ébullition. Donc la phase gaz va poursuivre son évolution jusqu'ici. La phase liquide va poursuivre son évolution jusqu'ici, donc une température équivalente sur la courbe d'ébullition, ici. Et une fois qu'on arrive là, bien, il n'y a plus de liquide sous la rondelle, donc le processus s'arrête et on regarde ce qu'on a récupéré comme gaz. Alors l'objectif ici, ça va être de séparer les deux composés A et B du mélange. Du coup, la question qui se pose évidemment, c'est à quel moment on s'arrête pour avoir la meilleure séparation possible. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que tout simplement, vous pouvez voir que le moment où votre phase gazeuse est la plus riche en composé B, autrement dit, vous avez réussi à avoir la meilleure séparation possible, eh bien c'est le premier point ici. Le premier point, c'est-à-dire le point pour lequel on a l'apparition de la phase gaz, donc on n'a pas encore de phase gaz, en fait, elle est juste en train d'apparaître. Donc le moment où on a la meilleure séparation, entre les deux composés, c'est le moment où en fait on n'a pas encore de vapeur. Autrement dit, on n'a pas de rendement.
Et maintenant, le moment où on a le meilleur rendement, c'est-à-dire qu'on a réussi à extraire le maximum de ce qu'il y avait de composé B dans le mélange au départ, eh bien c'est bien évidemment le moment où on a fait passer tout le composé B du mélange liquide au mélange gazeux. Et donc du coup, ça correspond au point qui se trouve ici en haut, ce point-là, pour lequel on a le meilleur rendement. Autrement dit, le meilleur rendement est atteint lorsque l'on a fait passer la totalité de la phase liquide en phase gaz, autrement dit, on a récupéré l'intégralité du mélange qu'on avait au départ. Ce qui est évidemment orthogonal au fait de séparer les deux phases, puisqu'on a le même mélange après distillation qu'on avait au départ. Donc, si l'objectif c'est de séparer les composés A et B de la meilleure façon possible, mais d'obtenir une quantité de composés B qui soit non négligeable, eh bien il va falloir trouver un compromis et choisir une température entre la température où on a la meilleure séparation et la température à laquelle on a le meilleur rendement, entre les deux, de façon à remplir un cahier des charges qu'on se sera fixé à l'avance. On voit déjà qu'on ne pourra pas séparer complètement les deux composés avec cette technique. On ne pourra pas obtenir la meilleure séparation possible compte tenu du diagramme binaire, parce que si on choisit la meilleure séparation possible, eh ben on n'a pas de rendement du tout. Et on ne pourra pas non plus choisir le meilleur rendement, parce que du coup, ça rend totalement inutile le fait de faire cette séparation en utilisant cette technique, puisqu'on obtient exactement la même chose qu'au début. Donc il faudra choisir quelque chose entre les deux. Il n'y a pas de règle générale, ça dépendra du cas particulier que vous allez souhaiter mettre en place. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, ici, à travers cette opération-là, c'est généralement de séparer les deux composés A et B. Donc, si ce qu'on souhaite, c'est obtenir exclusivement le composé le moins volatile, alors effectivement, on peut laisser la vapeur s'échapper, comme on l'a fait dans cette expérience ici. En revanche, dans le cas général, c'est pas ce qu'on fera. Notamment, par exemple, si vous faites une distillation d'eau et de méthanol ou d'eau et d'éthanol, par exemple, disons que si vous laissez échapper la vapeur de votre système, comment dire, vous avez compris l'idée, hein. Donc, dans tous les cas, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recondenser les vapeurs a posteriori de leur sortie du système, de façon à les récupérer et qu'il n'y ait pas de vapeur chaude qui se promène à proximité du système. Alors, ça va être réalisé de différentes manières, on a différentes possibilités. Le plus souvent, on va utiliser un fluide caloporteur qui a une forte capacité calorifique, comme de l'eau par exemple, pour refroidir le système. Donc on va de nouveau se retrouver avec un système dans lequel on a un récipient qui contient le mélange à faire bouillir et de façon à en séparer les constituants au départ. Donc ici, hop, on met le liquide. Et puis on va surmonter ce dispositif d'un dispositif de récupération donc des vapeurs. Alors je fais un schéma comme ceci, ça ne présage pas forcément de la forme effective du système de récupération. Voilà, et puis derrière, eh bien, on va faire passer les vapeurs dans un lieu froid, donc avec un fluide caloporteur. Alors par exemple, on peut prendre une cuve d'eau froide, et puis faire passer le tuyau dans la cuve d'eau froide. Donc avec ce système, ce qui va se passer, c'est que l'on va faire bouillir donc le liquide qui se trouve dans la cuve. On va petit à petit dégager de la vapeur. Et puis cette vapeur va venir occuper tout l'espace, va venir traverser le serpentin. Alors là, il y a une petite fuite, c'est pas grave. Hop, donc le serpentin, ici. Et puis donc les vapeurs vont condenser du fait de la température donc, à laquelle est maintenu ce serpentin. Et on va récupérer ici en fait du mélange liquide qui sera chargé en composé B. Donc ce mélange qu'on récupère, c'est ce qu'on appelle le distillat. Et ce qui va rester dans la cuve à la fin de l'opération, eh bien c'est ce qu'on va appeler le résidu. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus la petite rondelle. Alors pourquoi j'avais mis cette petite rondelle sans masse sur le système à chaque fois qu'on l'a utilisé jusqu'à présent? Eh bien simplement parce que si vous ne mettez pas cette petite rondelle, ce qui correspond en fait à ce qu'on va faire dans la réalité, hein, on a déjà du gaz neutre, du gaz atmosphérique qui est présent au-dessus du liquide dans le dispositif de distillation. Alors ce qui se passe, c'est qu'après, au fur et à mesure qu'on fait bouillir le liquide, donc on va dégager de la vapeur, cette vapeur va venir se mélanger au gaz qui est déjà présent. Le fait qu'on ait ce gaz déjà présent plus la vapeur crée une surpression à l'intérieur du système et cette surpression va engendrer une sortie du gaz vers l'extérieur du système, donc ici au bout du tuyau de condensation.
Et forcément, petit à petit, le gaz qui était présent au départ, qui se mélange avec la vapeur, va être expulsé vers l'extérieur. Donc stricto sensu, ça a deux conséquences, c'est que en fait, on ne va pas tout de suite avoir la totalité de l'espace qui est occupé par la vapeur qu'on dégage. Et on va aussi avoir une petite perte de vapeur qui va partir avec le gaz qui était présent au début avant qu'on obtienne l'ébullition à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir une partie du gaz se vaporiser pour être en équilibre, pour qu'il y ait un équilibre qui s'établisse entre le liquide et la pression de vapeur saturante. Et ceci avant qu'on atteigne l'ébullition. Ce qui fait que quand on suit le point de fonctionnement sur le graphique, sur le diagramme binaire, eh bien, a priori, si on n'a pas la petite rondelle, on n'est pas exactement vertical, on va partir un petit peu sur le côté, puisqu'on va commencer à vaporiser légèrement le gaz avant d'atteindre l'ébullition, et on risque effectivement d'avoir quelques petites pertes connexes, qui fait que par exemple le théorème des moments qu'on a vu dans le dernier exercice ne sera pas strictement respecté. Voilà. Donc comme je voulais pas complexifier les choses trop rapidement et voir quelques aspects un petit peu théoriques au départ, mais sans trop rentrer dans le détail, j'ai préféré mettre cette petite rondelle sur le liquide au départ, de façon à nous assurer qu'il n'y avait pas de dégagement de gaz tant qu'on n'atteignait pas la pression de vapeur saturante égale à la pression atmosphérique. Mais dans les systèmes réels, effectivement, il n'y a pas cette petite rondelle, on fait bouillir directement le liquide. Ça n'empêche pas que le principe reste strictement le même. Par contre, en termes de point de fonctionnement sur le diagramme binaire, on va avoir quelques petits ajustements à faire. Alors, le dispositif que je viens de décrire là, c'est ce qu'on appelle une distillation simple, puisqu'on a une vaporisation et une recondensation avec récupération du condensat. Donc, ce genre de dispositif qu'on appelle un alambic, donc qui est un dispositif dont vous avez très certainement déjà entendu parler, c'est un dispositif un peu historique si vous voulez en termes de distillation. Eh bien il faut savoir que c'est quelque chose qui est toujours utilisé aujourd'hui dans différents domaines, notamment la distillation des alcools forts, comme par exemple ici dans le cas d'une distillerie de whisky. Alors, ce type de dispositif fonctionne, c'est-à-dire qu'on est capable, à partir d'un mélange de deux constituants liquides homogènes, de séparer ces deux constituants dans une certaine mesure pour obtenir un mélange qui sera plus concentré en espèces volatiles, donc au niveau du distillat, et un mélange qui sera plus concentré en espèces moins volatiles au niveau du résidu. Donc, c'est un dispositif qui est utilisé industriellement, donc ce qui démontre évidemment son efficacité ici. Mais vous sentez qu'on va être limité, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir aller avec ce système sur des concentrations d'espèces volatiles dans le distillat qui vont être extrêmement importantes. Donc dans des cas où on a des diagrammes binaires qui ont des formes très larges, comme par exemple le mélange eau-acétone qu'on a utilisé en exemple dans l'exercice sur le théorème des moments, on va pouvoir obtenir des rendements importants et en même temps une bonne séparation des composés avec une distillation simple. En revanche, quand on a des mélanges un petit peu plus compliqués, comme par exemple le mélange hexane-cyclohexane, dont vous voyez que le fuseau est relativement fin, autrement dit, on a assez peu de différence entre la composition de la phase liquide et la composition de la phase gazeuse pour une même température, eh bien, ce type de dispositif avec une distillation simple va donner des résultats qui ne seront pas ouf. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre à nouveau notre cylindre avec une rondelle, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on va représenter à nouveau le cylindre avec le liquide initialement présent dans le fond, qu'on va porter à ébullition grâce à un chauffage. On va positionner de nouveau la rondelle sur le liquide qui sera bloqué ici par cette position. Et puis on va mettre une deuxième rondelle par-dessus. Donc ici, on va se positionner directement dans la situation où la rondelle est arrivée au niveau des deux points de blocage, ici, et puis on a une deuxième rondelle par-dessus, ici. Ok, jusque là, pas de souci. Donc on va mettre, hop, la vapeur ici au-dessus, qui occupe l'espace. Très bien. Donc, même scénario que tout à l'heure. Donc je reprends le diagramme binaire. Bien, donc on suppose qu'on commence avec un mélange liquide qui se trouve ici, on le chauffe, voilà, on atteint l'ébullition, l'ébullition commence à se mettre en place, et puis on arrive au point de rupture de la première rondelle. Donc là, on a du gaz qui va s'échapper du dessous de la première rondelle vers le dessus de la première rondelle. Bien, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prévoir pour cette deuxième rondelle également des points de blocage au-dessus, ici, que la rondelle ne va pas pouvoir dépasser.
Et donc on va laisser le gaz, ici qui était présent sous la rondelle, s'échapper par-dessus la première rondelle, mais en restant sous la deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les vapeurs donc sont chaudes, mais je vous ai dit tout à l'heure que maintenant on considère un cas un peu plus réaliste pour lequel on a un dispositif matériel qui a une certaine inertie thermique, et donc la vapeur qui s'échappe par-dessus la première rondelle, dans un premier temps, eh bien, elle va devoir d'abord progressivement chauffer le deuxième compartiment jusqu'à l'amener à sa température de croisière. Donc ce faisant, la vapeur qui est passée au-dessus de la première rondelle, vu qu'elle arrive dans un environnement froid, bah, elle va se recondenser. Alors ce que je vous propose ici, c'est de considérer qu'on a une condensation intégrale de cette vapeur qui passe dans le deuxième compartiment, de façon à voir comment ça se produit de manière successive. Ceci étant, c'est absolument pas une obligation, hein, vous pouvez considérer que vous avez une recondensation partielle seulement, et puis ensuite vous arriverez de toute façon au même résultat que celui que nous on va considérer. Donc ici, on repart de ce point ici, donc qui est le gaz qui sort du premier étage, donc de la zone dans laquelle on a le liquide plus la vapeur. Et cette vapeur va arriver au deuxième étage qui est froid et va donc se recondenser. Donc la condensation se déroule exactement comme à l'aller, autrement dit on va suivre les courbes de rosée et d'ébullition jusqu'à atteindre le point de condensation. Donc je vous rappelle que si on considère qu'on a condensation intégrale, on va arriver ici. Donc dans le deuxième compartiment, on se retrouve avec du liquide, donc la phase gazeuse qui a condensé, on a du liquide, et le liquide a une composition qui se trouve ici, autrement dit, on a un liquide qui est plus riche que ne l'était le liquide qui était présent dans le premier compartiment. Alors la suite, eh bien, de la vapeur continue de s'échapper ici à travers la rondelle, ce qui fait que progressivement on va augmenter la quantité de gaz qui va être présente dans ce compartiment là, et on va laisser la rondelle, la deuxième rondelle cette fois-ci, monter progressivement jusqu'à sa position de blocage ici. Alors en faisant ça, pendant ce laps de temps, tout le compartiment qui est là chauffe progressivement, et on va supposer qu'on a réussi à amener suffisamment d'énergie pour que une partie du liquide qui est présent dans ce compartiment se retrouve lui aussi à l'ébullition. Donc on a effectivement dans le deuxième compartiment une composante liquide et une composante gazeuse qui sont toutes les deux en équilibre. Alors, comme c'est un deuxième compartiment qui se trouve au-dessus, et donc il n'est pas chauffé de manière directe comme le compartiment du bas, on va avoir des pertes thermiques, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et un apport de chaleur qui se fera de manière indirecte. Donc, on va avoir un apport de chaleur qui sera moins important, moins efficace, moins puissant, si vous voulez, que ce qu'on a dans le compartiment du dessous. Donc, a priori, on va remonter sur une température d'ébullition qui sera peut-être un petit peu en dessous de celle qu'on a à l'étage du dessous. Donc on va remonter en température et on va venir se positionner sur un niveau de fonctionnement. Alors je vais changer de couleur, on va le faire en rouge ici. Voilà, donc on va venir se positionner par exemple sur un mode de fonctionnement qui serait ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, on continue d'alimenter en vapeur le deuxième étage et puis on va l'amener à une température d'ébullition qui sera un petit peu en dessous de la température d'ébullition du premier étage. Et donc, une fois qu'on a amené suffisamment d'énergie, suffisamment de matière, on a un équilibre liquide-vapeur au niveau du deuxième étage. On continue à avoir de l'alimentation en vapeur qui provient du premier étage. Et forcément, à un moment, la pression de gaz à l'intérieur de l'ensemble de ce dispositif va être trop importante. Et donc, on va pouvoir obtenir, comme on l'a eu sur la première rondelle, une percée de la seconde rondelle avec donc une perte de gaz vers l'extérieur du système. Simplement, autant dans le premier cas, on avait une perte de gaz qui correspondait à cette composition ici. Donc ce point correspond à la composition du gaz qu'on arrive à sortir du système dans le cas d'une distillation simple, donc avec un seul étage, ce qu'on a vu juste avant. Maintenant, le fait d'avoir ajouté ce deuxième étage fait qu'on va avoir un nouvel équilibre liquide-vapeur qui va s'établir à une température qui va être plus basse que la température du compartiment du bas. Et donc le point de fonctionnement de la phase gaz dans ce compartiment, dans ce deuxième compartiment, se trouve cette fois-ci ici. Donc là, on a la composition du gaz à la sortie du deuxième étage. Et là, on voit tout de suite l'intérêt de mettre un deuxième étage, eh bien c'est que la phase gaz qu'on va sortir, elle va être plus riche que si on avait un seul étage. Voilà, donc évidemment on peut continuer l'opération, c'est-à-dire qu'on peut mettre des étages supplémentaires par-dessus ce deuxième étage, et on va voir la vapeur sortir de chaque étage, qui sera en fait plus riche en composés volatiles que ne le sont les étages du dessous.
Ok, donc dans le scénario de distillation, ici, on a amené le mélange initial à ébullition, on a rempli l'espace qui était sous la première rondelle avec le gaz, la rondelle a percé. On a ensuite rempli l'espace qui est sous la deuxième rondelle avec du gaz qui a en partie condensé. On a un équilibre liquide-vapeur qui s'y établit à une température qui est plus basse que celle de l'étage du dessous. Au bout d'un moment, la deuxième rondelle perce. Et on va voir le gaz s'échapper, gaz qui peut être récupéré par la suite grâce à un condenseur comme on l'a fait sur la distillation simple. Alors, dans le cas de la distillation simple, si vous vous souvenez bien, quand on laisse la distillation évoluer, c'est-à-dire qu'on continue de faire bouillir le liquide, vous vous souvenez que la température du mélange augmente progressivement et la composition de la phase gaz se change de façon à être de plus en plus riche en fait en composés non volatiles. Là, en fait, le scénario va être exactement le même, c'est-à-dire qu'au niveau du premier étage, on va faire bouillir le mélange, et le mélange, même si une partie du gaz s'échappe, ce qui est en fait le même scénario que ce qu'on avait dans la distillation simple, ici, en fait, le mélange, sa composition va évoluer, la température d'ébullition va augmenter, et les points qui caractérisent la composition du liquide et du gaz dans le premier étage vont se déplacer vers une composition riche en composés peu volatiles. Autrement dit, la zone de fonctionnement qu'on a décrite ici, en haut, donc cette zone de fonctionnement là, qui correspond donc au premier étage, eh bien au fur et à mesure que la distillation continue d'avoir lieu, va se décaler vers des températures plus hautes et des compositions plus riches en composés peu volatiles pour la phase liquide et la phase gaz. Alors la composition du deuxième étage, évidemment, elle est directement tributaire de la composition des vapeurs qui atteignent ce deuxième étage. On voit que les vapeurs qui atteignent le deuxième étage vont être progressivement plus chaudes et plus riches en composés peu volatiles. Ce qui fait qu'on va en fait enrichir le deuxième étage en composés peu volatiles, et donc de la même façon qu'on l'a vu pour le premier étage, la composition du deuxième étage va évoluer. On va voir la température du deuxième étage qui va progressivement monter, et les fractions massiques qui caractérisent les phases liquides et vapeur dans ce deuxième étage qui vont également se déplacer vers des points correspondant à une richesse plus importante en composés peu volatiles. Donc le point de fonctionnement qui était ici au départ, progressivement va se déplacer de la même façon vers des points de fonctionnement qui sont à la fois plus hauts en température et plus riches en composés peu volatiles. Donc, même scénario que tout à l'heure. Au départ, on a une très bonne séparation, par rapport à ce qu'on avait dans une distillation simple. Et puis, petit à petit, plus on distille, et moins on a de composés volatiles dans le gaz qui sort du système. Donc, ce qui veut dire que, comme tout à l'heure, on va devoir choisir un compromis pour avoir à la fois une bonne production et une bonne séparation, puisque avoir la meilleure séparation possible se fera de nouveau dès la sortie de la première bulle de vapeur, autrement dit tout au début quand on n'a pas de production, et le meilleur rendement possible se fera lorsque l'on a fait bouillir la totalité du mélange et qu'on a sorti un maximum de matière du système. Donc il va falloir trouver un compromis entre les deux. Alors la question qui se pose ici évidemment, c'est est-ce qu'on peut pas faire un peu mieux que ça? Et la réponse c'est oui. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, on va donner la possibilité au liquide qui s'est accumulé sur l'étage du dessus, eh bien, de redescendre. Autrement dit, le schéma que l'on va avoir sera quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc là, je fais un gros plan sur l'étage du bas. Ok, donc on a le liquide ici qui est dans la partie basse. Ok, donc là j'ai fait un agrandissement de ce vers quoi on va s'orienter pour le bas de la colonne. Donc on retrouve le compartiment qu'on avait tout à l'heure en bas avec le liquide qui est en train de bouillir. Et donc on va avoir une génération de vapeur ici dans ce compartiment. La vapeur va monter grâce à cette ouverture ici vers le deuxième compartiment. Hein, donc ça remplace la rondelle qu'on avait tout à l'heure. Et puis ici, comme le compartiment est froid, on va avoir une partie du liquide qui va condenser et qui va se retrouver du coup en bas, et donc qui va occuper cet espace et se mettre en équilibre avec la phase liquide. Et ainsi de suite. Au-dessus, on va également avoir la phase gaz qui va passer ici, et puis on va avoir un équilibre qui va s'établir avec une phase liquide qui sera présente ici. Alors, ce que l'on a rajouté ici, avant tout, c'est la possibilité pour le liquide de redescendre au travers des deux tuyaux qui sont ici, donc là et ici à gauche, ok.
Donc, dès que la quantité de liquide va être trop importante sur un plateau ici que j'ai dessiné, eh bien le liquide en fait va redescendre à l'étage du dessous. Et là, pareil. Ok? Alors, quel intérêt? Alors il y a d'abord un intérêt pratique qu'on peut voir en fait sans faire de schéma additionnel, c'est que en fait dans le schéma que je vous ai proposé juste avant, on avait du liquide en fin de processus, on avait du liquide en bas, et puis on avait du liquide qui s'était accumulé sur les différentes rondelles. Donc là, avec ce système-là, en fait, on va donner la possibilité à la plus grosse partie du liquide de redescendre de la colonne vers le bas de la colonne. Donc ça sera plus facile à gérer en fin de procédé. Mais disons que l'essentiel de l'intérêt de ce qu'on est en train de faire là n'est pas sur cet aspect-là, c'est sur autre chose. Donc pour le comprendre, on va reprendre de nouveau le diagramme binaire qu'on utilise depuis tout à l'heure. Bien, donc on va utiliser ce schéma. Donc j'ai représenté le diagramme binaire qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc j'ai essayé d'épurer un petit peu la chose. On démarre avec une composition en phase liquide qui est représentée par le point vert qui se trouve en bas. On amène le système à ébullition et puis le premier étage va se stabiliser sur un mode de fonctionnement qui est représenté par ce qui est écrit comme étant étage 1. Là-dessus, donc une partie de la vapeur monte sur l'étage du dessus et puis donc on a une condensation partielle, etc. Et donc l'étage 2 va se stabiliser sur ce que j'ai représenté comme étant l'étage 2. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on va supposer, c'est qu'on a une partie du liquide dont le point caractéristique est donc, se trouve donc ici, qui va être renvoyé à l'étage 1. Alors sur le coup, on ne peut pas vraiment trancher, c'est-à-dire que si on considère juste cet aspect des choses, on ne va pas pouvoir voir en quoi c'est intéressant finalement de renvoyer ce liquide vers l'étage du dessous. Par exemple, ici, on a un liquide dont la composition est en composé A est plus riche que le composé de départ. C'est-à-dire que le mélange qu'on avait initialement, il était moins riche en composé A que ne l'est le liquide qu'on renvoie sur l'étage du dessous. Donc on peut se demander l'intérêt d'aller renvoyer du liquide plus riche en composé A à son point de départ, alors que l'objectif c'est justement d'obtenir la plus grande quantité de composé A possible en haut une fois qu'on a fini la distillation. Ceci étant, là où on voit l'intérêt, c'est quand on regarde le différentiel entre ce qui monte et ce qui descend. Puisqu'en fait, la matière qui descend, donc ce que j'ai représenté en jaune hein, là-bas, la matière qui redescend ici le long de ce canal sous forme liquide, bah, au départ, c'est de la matière qui est montée. Donc, ça veut dire qu'on a de la matière qui monte ici à l'étage du dessus, et de cette matière, il y en a une partie qui va redescendre. Et on va avoir moins de matière qui redescend que ce qui monte si on est en production. Si la colonne fonctionne en circuit fermé et qu'on essaie juste de la mettre en régime stationnaire, à la limite, on va avoir autant de matière qui redescend que de matière qui monte. Mais c'est la limite. Dans le cas général, on va avoir moins de matière qui descend que de matière qui monte. Et la deuxième chose, c'est que la matière qui monte, je vous rappelle que le gaz qui monte, son point caractéristique, il est ici. Donc vous voyez que là, on a un gaz montant qui est plus riche en composé A que ne l'est le liquide qui redescend. Autrement dit, comme la matière qui descend, elle est au mieux en quantité identique à ce qui est monté, et que sa composition est en faveur du composé peu volatile par rapport à la vapeur qui était montée, eh bien cet échange fait que globalement, eh bien, on a enrichi le liquide qui est présent dans l'étage 1 en composé non volatile. C'est-à-dire qu'on a troqué du composé volatile qui est parti à l'étage du dessus contre du composé peu volatile qui est revenu dans l'étage du bas. Et on va enrichir progressivement ce mélange en composé peu volatile. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, le point de fonctionnement, disons la caractéristique globale du premier étage, va se décaler sur le diagramme binaire, c'est-à-dire que le mélange qu'on a mis à l'étage 0 au départ avait cette composition, et si ensuite, pendant la distillation, on regarde quelle est la composition globale liquide plus gaz de ce premier étage, eh bien on va voir qu'en fait, on s'est décalé progressivement vers une composition plus riche en composés peu volatiles. Et un point essentiel ici, c'est que grâce à cette technique, on va pouvoir en fait dépasser le point maximal que l'on pouvait atteindre dans le cadre d'une distillation simple. Si vous vous souvenez bien, dans le cadre d'une distillation simple, eh bien, on avait un point qui était celui-ci, là, que l'on ne pouvait pas dépasser.
C'est-à-dire que si on atteignait ce point, c'est qu'on avait fait bouillir la totalité du liquide et donc tout était parti sous forme de vapeur. Et bien dans le cas d'une colonne comme celle-ci, on ne sera plus limité par ce point. On va pouvoir progressivement enrichir globalement le mélange liquide qui se trouve au pied de la colonne, donc en bas, et donc on va pouvoir progressivement se décaler vers des titres massiques en composés peu volatiles qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on aurait pu faire dans le cas d'une distillation simple. Alors maintenant qu'on a vu ce qui se passait au niveau de la phase liquide de l'étage 1, regardons ce qui se passe au niveau de l'étage 2. Et bien pour l'étage 2, on a une certaine quantité de gaz qui est en équilibre avec la phase liquide. On sait que le gaz est plus riche que le liquide en composés volatiles. Et puis maintenant, on a choisi de renvoyer à l'étage du dessous une partie du liquide. Quelles conséquences pour la composition de ce deuxième étage? Eh bien tout simplement, on va avoir le point caractéristique de ce deuxième étage qui va se décaler vers des titres massiques riches en composés cette fois-ci volatiles. Autrement dit, le simple fait de laisser redescendre le liquide d'un étage à l'étage du dessous, ça va permettre de déplacer le point de fonctionnement de l'étage inférieur vers des titres massiques qui correspondent à un milieu riche en composés peu volatiles. Et parallèlement, on va déplacer le point de fonctionnement de l'étage du dessus vers des compositions qui correspondent à un milieu qui est riche en composés cette fois-ci volatiles. Autrement dit, si dans le cas d'une colonne sans retour de liquide à l'étage inférieur, on avait un mode de fonctionnement qui était celui-ci par exemple, eh bien dans le cas d'une colonne qui permet le retour du liquide à l'étage d'en dessous, on va décaler les deux points de fonctionnement vers une composition qui sera pour l'étage du bas, donc ça c'est l'étage 1, vers donc une composition qui est plus riche en composés peu volatiles, et pour l'étage 2, on va aller vers une composition qui sera plus riche en composés volatiles. Alors ici, on a utilisé deux étages. Évidemment, vous sentez bien qu'on a tout intérêt à multiplier en fait le nombre d'étages dans la colonne, le nombre de plateaux, de façon à être de plus en plus riche en composés volatiles plus on monte dans la colonne, quitte à espérer même atteindre un composé pur en tête de colonne, autrement dit tout en haut, si la colonne est suffisamment bien conçue et si le système s'y prête. Donc là, tout à l'heure, on a représenté des points de fonctionnement qui étaient plus ou moins superposés les uns aux autres, et ce qu'on a vu, c'est que le fait de faire redescendre les liquides pouvait permettre de décaler les deux modes de fonctionnement sur la colonne. Et on peut tout à fait imaginer aller jusqu'au cas extrême où en fait le liquide d'un étage supérieur a une composition qui est exactement la composition du gaz qui arrive dans cet étage supérieur. Auquel cas on aurait sur le diagramme de binaire une représentation de la colonne qui serait la suivante. On aurait ici la composition de la phase liquide qui se trouve au pied de la colonne, et puis ensuite on va se retrouver donc dans ce premier étage une phase liquide dont la composition est celle-ci. Et si on fait l'hypothèse que le retour de liquide, l'équilibration de la colonne, la faiblesse du débit, tous ces aspects-là sont suffisamment optimaux, eh bien on peut espérer avoir une composition de la phase liquide de l'étage suivant qui soit exactement la même que la composition de la phase gazeuse qui monte dans cet étage. Phase liquide qui va se retrouver en équilibre avec la phase vapeur à même température. Cette phase va elle-même monter dans l'étage du dessus avec la même hypothèse que la phase liquide a une composition qui est identique à celle de la phase vapeur qui monte. Et on va petit à petit donc pouvoir ici voir apparaître un escalier. Cet escalier définissant, on va dire, l'optimum qu'on peut atteindre dans le cas d'une colonne parfaite qui n'est pas en production, en l'occurrence, qui est en régime stationnaire, puisque dès qu'on passe en production, ça ne pourra plus être respecté, et qui est le maximum que l'on peut faire sur une colonne. Et donc, comme ça correspond à une limite qu'on ne peut pas dépasser et qui va être intrinsèque au système chimique que l'on est en train de considérer, puisque là il n'y a pas de considération technique dans le dessin de cet escalier. La seule chose qui intervient, c'est la forme du diagramme binaire. Donc la forme de cette courbe est intrinsèque au diagramme binaire, donc au mélange qu'on a considéré. Et bien cet escalier permet de définir ce que l'on appelle les plateaux théorique, c'est-à-dire le nombre minimal, si vous voulez, de plateaux qu'on est obligé de mettre dans une colonne pour obtenir une pureté donnée à la sortie de la colonne. On ne peut pas mettre moins de plateaux dans la colonne que le nombre de plateaux théoriques si on veut atteindre un objectif pour lequel le nombre de plateaux théoriques est donné. Par exemple ici, si je prends deux plateaux théoriques, donc j'ai un premier plateau ici,
j'ai un deuxième plateau ici, et bien je vais pouvoir atteindre une pureté qui se trouvera ici. Et si je mets moins de plateaux dans la colonne, eh bien je ne pourrai pas atteindre cet objectif. Il me faudra au moins 2 plateaux réels, enfin l'équivalent de 2 plateaux réels dans la colonne, pour atteindre cet objectif. Et en général, il en faudra davantage, puisque en mode de fonctionnement production et en conditions réelles, on ne pourra jamais atteindre ces plateaux théoriques. Ça reste quelque chose de l'ordre du modèle par rapport à la colonne réelle qu'on utilise. Alors si je reprends les deux exemples qu'on a cités tout à l'heure, donc par exemple le mélange eau-acétone, on aura besoin d'un petit nombre de plateaux théoriques pour atteindre un objectif de pureté relativement élevé en acétone. Ça se voit sur le graphique. En revanche, si je prends le mélange hexane-cyclohexane, pour remplir le même cahier des charges en termes de pureté à la fin de la distillation, eh bien on voit que le nombre de plateaux théoriques sera beaucoup plus important. Ça veut dire concrètement qu'on va devoir adapter la colonne que l'on utilise en fonction du diagramme binaire du mélange qu'on est en train de traiter. De fait, certaines colonnes qui seront par exemple trop courtes pourront permettre de distiller de manière efficace et satisfaisante certains mélanges, mais ne seront pas adaptées pour distiller d'autres mélanges. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les principes théoriques de la distillation. On verra donc dans une vidéo suivante, une vidéo de cours, de manière concrète comment se construit une colonne et surtout comment on caractérise son fonctionnement lorsqu'elle est en production, puisqu'on a dit qu'ici les plateaux théoriques qu'on dessine sur la courbe en fait ne correspondent pas à ce que l'on observe dans une colonne lorsqu'elle est en production. Et puis on verra également concrètement que y a effectivement certaines colonnes qui comportent des plateaux, comme je l'ai dessiné ici en exemple, mais qu'il y a aussi des colonnes de distillation qui n'ont pas de plateau à proprement parler, et que les choses se font de manière, j'allais dire, naturelle au sein de la colonne en fonction des flux thermiques et des flux de matière. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à nouveau. On se retrouve très bientôt pour un petit exercice de bilan de matière sur une colonne de distillation au éthanol, ce qui me permettra de vous présenter le pilote 14 de Dual Pilot. Et puis sinon, donc la vidéo de cours suivante portera sur la mise en pratique de la distillation dans un cas concret. En attendant, je vous souhaite bon courage à tous et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!